Ok, très bien. Très bien. Donc, on va refaire un petit tour sur les 12 là, de production dépendantes. Cette fois-ci, dans le désordre, de la cause vers l'effet. Non, de l'effet vers la cause. Le dernier lien, c'est quoi? La vieillesse et la mort. Vieillesse et mort. Avant, il y a quoi? Naissance, Naissance. Avant, il y a quoi? devenir, Devenir. Avant, il y a quoi? saisie, Saisie. Avant, il y a quoi? soif, Soif. Avant, il y a quoi? sensation, Sensation. Avant. Sensation, contact, Source. six Contact. sens, Ensuite, les six force, sources. six Et sources, pardon, avant, il y six a sources, quoi? le nom et six la sources, forme, voilà. Le nom et la forme. Et avant, il y a quoi? La conscience, conscience. Et Conscience, avant? formation karma, karmique, Formation karmique. Et ignorance. ignorance. Voilà. Magnifique. Ça, c'est comme ça qu'on apprend. Paf, 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 paf. Pif, paf, pouf. C'est comme ça qu'après on peut méditer sans mettre le nez dans les bouquins. Tiens, c'était quoi? Ah oui, je vais développer le relancement, mais c'est quoi les 12 liens? Je regarde sur Dharmapedia. Ok, donc là au moins on les sait, on les a à l'esprit, on peut méditer. Très bien. Et donc, parmi les 12 liens, parmi les 12 liens, il y a les quatre nobles vérités. Mhm. Oui, quand on les prend à l'envers. Euh, Si on veut supprimer la vieillesse et la mort, il faut supprimer la naissance. Ok, très bien. Donc là, ça reviendra à quoi? Parmi les quatre nobles vérités? Oui, voix ou les grosses sensations. Donc on va Les commencer vraies sensations. par le début. Les vraies souffrances, c'est quoi dans le 12 liens? Euh, L'ignorance. Attends. Parce que non, non, parce que, attends. Vous avez le droit de prendre votre temps pour chercher la réponse, si vous avez entendu la question. Le problème, c'est que Ok, je vais le redire. Vous avez les 12 liens. Si vous avez les 12 liens, parmi les 12 liens, les vraies souffrances, c'est quoi? Ok, non, mais c'est pas grave, on peut parler d'autre chose. C'est pas grave du tout. Moi, je veux bien parler d'autre chose. C'est pas grave du tout. Ok, donc une fois qu'on a compris les 12 liens, une fois qu'on a vu à l'intérieur quelles étaient les vraies souffrances, quelles étaient les vraies origines, etc., c'est là où on peut se dire finalement, c'est pas contradictoire avec l'enseignement sur les quatre nobles vérités, non? Mhm. Parce qu'elles sont incluses dedans, non? oui, elles sont incluses Mhm. dedans. Elles sont incluses dedans. Et donc, parmi les 12 liens, il y en a qui sont des vraies souffrances. Il y a qui sont des vraies souffrances. Enfin, non, les formes, c'est des qui sont contaminés, donc c'est des souffrances, non? Oui, Soif Mhm. euh, et saisie, c'est aussi des souffrances. oui, on peut le Non, dire mais aussi comme ça, ça. c'est des afflictions. Oui, mais est-ce Oui, mais qu'une c'est affliction, c'est souffrance, contradictoire avec une vraie Non, souffrance? c'est à la fois une déjà vraie le origine, à karma. la fois une vraie souffrance. C'est pour ça que je veux savoir exactement ce que Oui, tu veux exactement. savoir quoi. Moi aussi, je veux le savoir. Mais c'est C'est pour ça que je pose la question. parce que en fait, les autres liens, c'est tous des liens de souffrance, excepté les liens karmiques et les liens d'affliction, quoi. Donc c'est quoi que Ok, ça veut dire que ce serait contradictoire entre les vraies souffrances et les vraies origines. Si c'est une vraie souffrance, c'est nécessairement pas une vraie origine? si c'est nécessairement Ah, si c'est une vraie souffrance, c'est nécessairement une vraie origine. euh, oui. Ah bon? Est-ce que, par exemple, l'agrégat de la forme est une vraie origine? Un karma ou, ou un klesha? C'est un karma. L'agrégat de la forme? Non, c'est un karma. L'agrégat de la forme, c'est un karma. Ah, l'agrégat même de la forme, non. C'est un karma. Mais c'est une vraie souffrance. Mais ce n'est pas une vraie Oui, origine. enfin, la forme en elle-même. Si c'est une vraie origine, c'est nécessairement une vraie souffrance. Et si c'est une vraie souffrance, c'est pas nécessairement une vraie origine. Ouais, donc ça, il faut déjà le voir comme ça. Ensuite, ensuite, si on fait la distinction entre vraie origine et vraie souffrance, en effet, il y en a dans les liens, parmi les liens qui sont des vraies souffrances et pas des vraies origines. Donc on dira, par exemple, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Pratitya Samutpada Hridaya. Il dit, le premier et et le huitième et le neuvième sont des afflictions. Le deuxième et le dixième sont du karma. Tout le reste, c'est des vraies souffrances. Ouais. Mais c'est pas Ouais. nécessairement des vraies souffrances.
Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement des Là, vrais? tu cherchais des vraies souffrances. Ouais, et donc tout le reste. Tout le reste, c'est de la vraie souffrance. Ouais. Ah bon? Il dit le premier, le huitième et le neuvième sont des afflictions, le deuxième et le dixième sont du karma, tout le reste c'est des vraies souffrances. Karma dun et dongye. Ouais, ok, très bien, impeccable. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris que parmi les 12 liens de production dépendantes, on a tels qu'ils sont marqués comme ça, dans l'ordre de 1 à 12, il y a les vraies origines et les vraies souffrances. Ouais, parce que les vraies origines, c'est karma avec les chats. Ouais. Donc, les vraies origines, on a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 8, le numéro 9 et le numéro 10. Donc, ça, c'est les vraies origines. Et donc, tout le reste, c'est des vraies souffrances. Maintenant, si on veut parler des vraies cessations et des vraies voies, eh ben, il faut les éliminer. Si on veut éliminer la vieillesse et la mort, comme on a dit, il faut éliminer la naissance, etc. Et donc, l'élimination de tout ça, c'est ça les vraies souffrances, les vraies cessations. Et pour obtenir les vraies cessations, il faut obtenir les vraies voies. Il faut contrecarrer l'ignorance fondamentale, faut réaliser la sagesse de la vacuité. Ouais, donc les quatre nobles vérités sont incluses dans les 12 liens, non? Ok, ouais! Ok, très bien. Et donc, après, pour les dessins, comme on a dit, c'était quoi le dessin? On avait dit l'ignorance, c'était un aveugle. Ensuite, la formation karmique, c'était un potier. Ouais. Ensuite, la conscience, ça semblait être un singe aussi, non? Et ensuite, il y avait Oui. quoi? Il y avait, en effet, le nom et la forme, c'était le bateau. Une réforme, c'est la barque avec les deux personnes. Voilà, exactement. Et ensuite, on avait les six sources, bah, c'est les fenêtres. Ouais, les fenêtres, la maison avec les fenêtres. Ouais. Exactement. Et ensuite, il y avait le contact, c'était les personnes qui s'enlacent. Voilà. Et les sensations, c'était la flèche dans l'œil. Ouais. Très bien. Et ensuite, la soif, c'était bah, vouloir boire un coup, etc. Voilà, c'est le Ouais. gars qui boit un coup. Ouais, La saisie, c'était quoi? C'était encore un singe ou Un pas? singe. ouais, j'ai encore le singe, ouais. D'accord, ok, c'est possible. Très bien. Magnifique. Et c'est ensuite qu'on a le devenir. Et là, c'était la fin d'enceinte. Voilà. Très bien. Même si ça peut, moi, me perturber beaucoup. Ouais. Parce Ouais, que là, c'est ouais. déjà la naissance. Mais c'est pas grave. Ouais. Ok. C'est perturbant celle-là, mais Exactement. C'est pour ça que la Matsunkapa dit on donne le nom de la cause, le nom de l'effet à la cause. mhm. C'est pour ça. Ok, très bien. Et ensuite, il y a la naissance, comme on a dit, et ensuite la vieillesse et la mort, et tout ce lot de souffrances, etc. Très bien, magnifique. Et donc, on a dit aussi qu'il y a des liens qui propulsent, des liens qui sont propulsés, des liens qui actualisent et des liens qui sont actualisés. Ça, c'était quoi? On a parlé assez rapidement, non? Il y a un qui propulse à cause de l'ignorance et l'information. Oui. Celles qui sont propulsées. Non, il propulse à cause de ça qui nous envoie, qui fait qu'on va avoir un avenir, etc. On pourrait même ajouter la conscience là-dedans, non? Oui, parce qu'ils sont dedans. Ouais. Ensuite, les liens, après, Et les liens qui sont propulsés? donc, à cause de ça, moi, j'ai très devenir, naissance, Ouais. non, quand tu fais comme ça, c'est. Ok. Alors, Hein? Oui, ce sont des liens qui actualisent. La naissance, c'est actualiser, mais le devenir, c'est ce qui actualise. Il y a un mélange des deux. comment on fait? Non, Ouais. Le 8, 9, 10, ça actualise, c'est ça? Ah, propulser, ça veut dire que ce qui propulse, par exemple, ce qui propulse, c'est la main qui propulse les graines de fleurs dans le vent. Ce qui est propulsé, ce sont les graines de fleurs dans le vent. Ouais. Ce qui actualise, ça va être la pluie, ça va faire germer les fleurs par terre. Et ce qui est actualisé, bah, c'est les fleurs elles-mêmes, on pourrait dire. Les fleurs elles-mêmes, ouais, elles sont actualisées grâce au fait que les graines germent, etc. Ben là, c'est pareil, on a normalement les trois premiers liens qui propulsent. Le reste, bah, vous avez ouais, le nom et la forme, les agrégats. Ça veut dire que on a potentiellement de nouveaux agrégats qui nous attendent, d'une certaine manière. C'est un peu faux de le dire, mais on a propulsé plein de choses, etc. Et donc, il y a des liens qui sont déjà propulsés, qui n'attendent qu'à être actualisés au moment où on aura la soif, la saisie et donc le devenir. Ouais, déjà dans toutes les empreintes et les graines qu'on a, on est bien déjà avec nous, on en accumule d'autres, mais exactement. c'est déjà dans le paquet, quoi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que le nom et la forme, les noms et la forme à venir, qu'on aura à l'avenir, etc., sont déjà propulsés. C'est-à-dire qu'il y a déjà des causes qui ont déjà été mises
mise en propulsion, enfin en marche. Mais tant que les conditions ne seront pas réunies, ça ne va pas suffire. Donc c'est pour ça qu'il faut les conditions coopérantes, les liens qui actualisent. C'est là que tu peux agir Alors, ouais, sur les graines, on peut purifier, on peut faire des pratiques de purification, etc. En effet. Et planter de nouvelles graines extrêmement vertueuses, etc. Tout à fait. Exactement. Là, on peut jouer là-dessus. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ça serait foutu d'avance. Ouais. Quand il dit qu'il y a des karmas sapins et des karmas asapins, dans les karmas, hein, non, il y en a sur lesquels tu as un pouvoir, il y en a sur lesquels tu n'as pas un pouvoir. Est-ce que les graines, tu as un pouvoir sur ces graines? Oui. Comment on peut entendre ça par rapport à ce que Geshe Dorje dit? Alors, un certain et avec du pouvoir et sans pouvoir, Oui, il y a des pas la karmas sur même lesquels chose. on peut avoir une influence. Oui. Et ceux-là, ils sont En fait, ceux sur lesquels on n'a pas d'influence, ils sont quasiment certains. On pourrait dire ce qu'il veut, tu sais, c'était l'histoire du petit garçon par rapport à son bac qui ne travaillait pas. Oui, mais dans ce cas-là, c'était pas vraiment du karma. Ah bon. C'est ce que dit aussi Geshe Jampa. Il dit oui, si on est là, on a clopé toute notre vie, etc. Et puis soudainement, paf, on a un cancer du poumon, etc. Puis on dit, ah, c'est mon karma, essayer d'y passer. Ben non, il dit non, c'est idiot. Il dit, c'est ce qu'on a fait là, maintenant. Bien sûr que le karma des vies passées a fait qu'on a un corps qui est susceptible de tomber malade, etc. Mais on ne peut pas dire, ah, bah, c'est mon karma si j'ai passé, ou le gamin ne peut pas dire, ah, bah, c'est mon karma si j'ai pas eu mon examen, j'ai pas bossé, mais j'ai pas eu mon examen, c'est mon karma. Il a dit non, c'est pas ça, c'est pas du tout du karma. C'est juste qu'il a pas bossé. Ça n'a rien à voir. S'il tombe malade le jour de l'examen, là, c'est du karma. S'il tombe malade, ouais, dans ce cas-là, oui, c'est autre chose. Mais s'il bosse pas et qu'il a pas son examen, il peut pas dire, ah, bah, c'est moi, je suis bouddhiste, c'est à cause de mon karma, je suis pour rien. C'est quand même, il y a quand même des conditions, comme tu dis, coopérantes. Ouais. Des conditions qui vont t'aider. Ces conditions, Ah, pardon, les conditions qui vont t'aider? ouais, des conditions qui vont t'aider. Fait que ça dépend aussi de ton karma. Oui. Il y a des trucs dans la vie. Comment ça? Ça veut dire que le fait que tu puisses gérer, faire des pratiques de purification, c'est grâce à une situation que tu as obtenue grâce à des karmas antérieurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a jamais une seule causalité. Il y a toujours un ensemble de causalités. Mais on ne peut pas dire que si on n'a pas bossé, on n'a pas son examen, ah bah c'est mon karma. Là, non, ça, c'est pas du tout réaliste. C'est juste qu'on n'a pas bossé, en fait. Donc, on peut Si pas... par exemple, tu n'as pas bossé parce que tu as voilà, pas bossé, tu n'as pas ton examen. Mais pendant cette période où tu pouvais bosser, bah, tu as eu vraiment plein d'obstacles à ce moment-là. Dans ce cas-là, c'est autre chose, ouais. Ouais. Tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment différent. Ouais. C'est parce que tu n'as pas bossé. Oui. En fait, parce que toi, tu n'étais pas assidu mentalement ou parce qu'il n'y avait aucune. Ouais. Exactement. Tout à fait. Si tu avais les conditions appropriées, tu pouvais bosser, mais tu ne l'as pas fait parce que tu as préféré, je sais pas moi. Voilà, bah, tu as fait le choix. Eh ben, tu as fait un choix, et donc tu peux pas dire, ah, bah, c'est mon karma, c'est trop facile. Ouais. Exactement. Et c'est ce que dit Geshe Jantal, il dit, c'est pareil. Il dit, ouais, on peut fumer toute sa vie, on tombe malade, ça y est, on va faire des pratiques au bout de la médecine. Il dit, c'est complètement ridicule. Ça n'a rien à voir avec la pratique bouddhiste. Il faut être pragmatique. Si on est bouddhiste, il faut être pragmatique. Il y a les causes, les conditions, les résultats. Sinon, on a des résultats parce qu'on a planté les causes, bah, on ne va pas prier le Bouddha de faire quelque chose, c'est déjà trop tard. Si, en effet, on a une certaine compréhension de ce qui peut se passer, qu'on ne veut surtout pas éprouver cette situation, mais à ce moment-là, il faut s'abstenir de planter les causes ou planter les causes opposées, c'est sûr, ouais, exactement. Et des pratiques peuvent permettre de contribuer à ça. Mais dire oui, je vais faire une pratique de Bouddha médecine, je vais faire une puja parce que à cause de mon karma, non, non, c'est pas à cause du karma qui s'est passé, c'est juste qu'on a une hygiène de vie déplorable. On ne va pas supplier le Bouddha de réparer. Je me souviens, Venerable Geshe Jensen disait la même chose. Il disait oui, comme si on pouvait prier le maître de tout faire pour nous. On fait n'importe quoi toute la journée, et puis le soir, on prie notre maître de nous octroyer les bénédictions. Ou on prie les protecteurs, les dharmapalas, on offrait des offrandes de torma, etc. Les protecteurs,
Ils en ont rien à faire dans ces cas-là. Si on a une hygiène de vie totalement déplorable et qu'on est, ah, les protecteurs, je vais faire des pujas pour être protégé, etc. C'est ridicule. Donc c'est très important, Venerable Damnu il le dit souvent, il dit, il ne faut pas avoir une approche naïve. Il veut dire, c'est très important d'être pragmatique. Et Geshe Jampa est aussi très proche de ce discours-là. C'est quoi la phrase de voir ton karma passé dans ton corps et tu vois ton karma futur. Oui, tout à fait. Si tu veux savoir ce que tu as fait par le passé, tu observes ton corps. Si tu veux savoir ce que tu feras, ce que tu seras à l'avenir, observe ton esprit. Exactement. Tout à fait. Très bien, donc les 12 liens, ça va? C'est pas trop compliqué, ça va? En fait, c'est ce qui Tout était bon, avant. tout bon. C'est ce qui était avant les C'est pas 12 grave, liens. on va être Avant les 12 liens, qu'est-ce qu'on a dit avant par les 12 rapport à liens? la saisie des agrégats, des phénomènes, la chaise, etc. C'est tout ça. Mais c'est pas, on va avancer, tu le rediras à un autre moment. Oui, Ailleurs. c'est que c'était par rapport à contaminer, non? Je sais plus, oui, c'était ça qui la même chose. Oui, oui. Mais ça fait rien, on passe à autre chose. On suit les C'est comme vous voulez, hein. Non, non, mais je suis là. Non, non, Il faut juste se souvenir de la définition de contaminer. Contaminer selon les pour écoles. les Vaibhashika en particulier, pour les non-prasangika, on va dire, ouais. C'est donné dans le texte de Konjo Jime Wambo. Ouais, ils disent Mipa dans Tsundan, Gwaron, Migone Sapa Gesuru Chu. Ils disent c'est un phénomène qui est susceptible d'accroître les contaminations en étant un objet d'observation ou un concomitant, un facteur mental. C'est ça qu'il dit. Donc ça veut dire que la chaise, pour les non-prasangika, est contaminée. Parce que si elle est jolie et qu'elle engendre de l'attachement chez moi, eh ben, elle est contaminée parce qu'elle suscite des afflictions chez moi. Mais pour Acharya Chanda qui dit, il dit Denzing in maripa, Denzing in maripa dans des bachak leva ni sachere. Il dit ce qui est contaminé, c'est ce qui est souillé par la saisie d'existence véritable et ou ses empreintes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est nécessairement une cognition. C'est pas une chaise. Une chaise n'est nécessairement pas contaminée. Ouais. Et ensuite, il dit leva de dans Jewe ni un samegi yeshe. Il dit ce qui n'est pas souillé par cela, donc ni par la saisie des existences véritables, ni par les empreintes, est une sagesse non contaminée. Donc c'est nécessairement une cognition qui est non contaminée, et c'est nécessairement une cognition qui est contaminée. Pour les prasangika. C'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Impeccable. Donc tu retrouveras sur les écoles philosophiques de. Et puis même le jeudi soir, il y a pas. Oui, aussi, tout à fait. Très bien. La pratique des bodhisattvas est de ne jamais alimenter les concepts qui tournent autour des notions dualistes de celui qui perçoit et de ce qui est perçu, en sachant que toutes les apparences sont notre propre esprit, alors que la nature de l'esprit est à jamais libre des limites de la conceptualisation. Oh là là, c'est magnifique ça. Oh là là. Là, on a au moins 3 week-ends là-dessus. Ouais. Ok. Ok. Donc les concepts qui tournent autour des notions dualistes, parce qu'il y a plusieurs types de dualité dans la tradition bouddhiste. Par exemple, si on met de côté les autres écoles, si on reste chez les Prasangika, il y a 3 apparences dualistes. Sujet-objet, Vérité conventionnelle vérité conventionnelle et l'existence inhérente. et l'apparence d'existence inhérente. Exactement. Ça, c'est les 3 apparences dualistes. Et celles-ci n'existent nécessairement pas pour la réalisation directe de la vacuité. Elles ne sont nécessairement pas là pour la réalisation directe de la vacuité. Il y a une définition des vérités ultimes chez les Chittamatrins donnée par Lama Tsongkhapa, où il dit que c'est un phénomène lorsqu'il est réalisé directement par une cognition valide directe, il est réalisé en l'absence d'apparence dualiste. Et il y a un texte sur les écoles philosophiques de sa sainteté de Lama qui n'existe qu'en tibétain. Il dit on pourrait très bien l'appliquer au Madhyamika. Pour les définitions des vérités ultimes des Madhyamika, ça pourrait très bien correspondre à la définition d'une vérité ultime chez les Chittamatrins. Une vérité ultime, c'est une vacuité, donc c'est l'absence. C'est un phénomène qui est réalisé directement par une cognition à l'absence totale d'apparence dualiste. C'est ça que ça veut dire. Comment on dit apparence dualiste en italien? Hein? Voilà, apparenza dualista, c'est facile, non?
Dualistica, ok. Très bien. Tu peux regarder les trois dualités. Les trois apparences dualistes. Ouais. Sujet-objet. Ah oui. Ça va être enregistré. Ouais, mais Tu préfères prendre des notes? Vérité conventionnelle et apparence d'existence ignorante. Ça, c'est les trois apparences dualistes des Prasangika. Les Prasangika dans les sutras. Parce que pour les Prasangika, dans les tantras supérieurs, il y a aussi les trois apparences dualistes qui sont le voile cognitif extrêmement subtil. Dont on parlait hier, quand on disait il n'y a que si on pratique les tantras supérieurs qu'on peut obtenir l'éveil. Parce qu'il n'y a que les tantras supérieurs qui peuvent remettre en question les trois apparences dualistes, blanches, rouges et noires. C'est les seuls. Tant qu'on aura ces apparences dualistes blanches, rouges et noires, on aura toujours le voile cognitif extrêmement subtil. C'est pour ça que sur les tantras supérieurs, il n'y a pas d'éveil. Et si on parle du point de vue des sutras, ce n'est que ces trois-là. Apparence sujet-objet, apparence de vérité conventionnelle et apparence d'existence ignorante. Aucune des trois ne se manifeste pour la réalisation directe de la vacuité. Ok, très bien. Ça veut dire que quand on regarde une chaise, on a tout à fait conscience que notre esprit ne devient pas une chaise pour autant, hein. Il y a nécessairement la distinction, la dualité sujet-objet. Ouais. Là, on parle d'une cognition, ouais. Mm. Ensuite, de vérité conventionnelle, ça veut dire, bah, pour des êtres comme moi qui n'ont jamais eu de réalisation directe de la vacuité, il n'y a que, de toute façon, l'apparence de vérité conventionnelle. Donc, il n'y a que des chaises, des tables, l'espace, les renaissances, etc., les concepts, etc., etc. Tout ça, ce n'est que des vérités conventionnelles. Ouais. Donc, il y a l'apparence de vérité conventionnelle, même si c'est pas conçu. Non, on parle d'apparence, ouais. Exactement. On n'a aucune possibilité de percevoir directement la vacuité. On peut à la rigueur y penser, dans le meilleur des cas, d'avoir une condition inférentielle, mais une perception directe de la vacuité, tant qu'on n'est pas un arya, c'est impossible. C'est l'apparence d'existence inhérente. La deuxième et la troisième, c'est de la vérité conventionnelle et comme tu vois que des vérités conventionnelles, oui, parce que dans ce cas-là, si on n'est pas un Arya Bouddha, si on est encore un être conscient, de toute façon, même si quelqu'un a une réalisation directe de la vacuité, sa réalisation directe de la vacuité l'empêche de voir directement les vérités conventionnelles, et inversement. Elles alternent, elles alternent. Mais on peut très bien avoir une conscience qui appréhende la vacuité, par exemple une conscience conceptuelle, et la vacuité, malgré tout, va apparaître comme si elle existait de manière inhérente à cette conscience conceptuelle. Donc, c'est pas parce que c'est une vérité conventionnelle, ce n'est pas parce que l'apparence d'existence inhérente ne relève pas que des vérités conventionnelles. Par contre, pour la perception directe, oui, pour la perception directe, la cognition de la personne qui réalise directement la vacuité, il n'y a nécessairement pas l'apparence d'existence inhérente. C'est-à-dire, la vacuité qui est réalisée par cette personne n'apparaît même pas comme si elle existait de manière inhérente. Elle apparaît telle qu'elle est. Pourquoi c'est la vérité ultime? Elle est vraie. Conscience. Dans le conscience, c'est pareil. Une déduction. Ouais, une déduction. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, les vérités conventionnelles, elles apparaissent comme, bah, elles ne peuvent rien, hein, c'est pas à cause d'elles, c'est à cause de le filtre qu'on a dans l'esprit, hein. C'est à cause des empreintes de l'ignorance qu'on a dans l'esprit. Et dès qu'on est en contact avec un objet, avec un objet conventionnel, nécessairement, il apparaît comme s'il existait de manière ignorante. C'est comme si on avait un filtre dans l'esprit. Donc ça, c'est l'apparence d'existence ignorante. Et l'apparence d'une vérité conventionnelle, c'est tout simplement l'apparence d'un phénomène qui n'est pas une vérité ultime. C'est ça que ça veut dire, en fait, en réalité. Hein?
c'est là, on en veut l'autre. C'est pas comment. Si tu vois qu'il était conventionnel, tu peux évidemment pas voir que les. Mm. Là, c'est. Oui, Peut-être que j'ai du mal à. C'est-à-dire que les trois niveaux, c'est qu'il y avait. il y a une distinction, ouais. Il y a une distinction, en effet. Ça veut dire qu'une vérité conventionnelle n'a nécessairement pas d'existence ultime, ouais. Et la vérité ultime non plus n'a pas d'existence ultime. Pourtant, on n'est pas conventionnel. C'est la vérité ultime. En fait, c'est la réalité de la vérité ultime. En fait, non, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit vérité, alors il faut essayer d'expliquer tout simplement. Ça veut dire quoi vérité conventionnelle? Quand on dit vérité conventionnelle et vérité ultime, on dit à chaque fois vérité. Est-ce que les deux, c'est la même chose quand on dit vérité ou pas? C'est le regard de Bah, pareil, Vérité conventionnelle, c'est pas vrai. C'est pas vrai, une vérité conventionnelle. bah, ça dépend parce que C'est vrai aux J'étais yeux de sûr que l'ignorance. ça allait, c'est vrai aussi. j'étais sûr que ça allait être l'effervescence. Si on dit Ok, c'est est-ce faux, qu'on est toujours un cycliste quand on n'a pas de vélo? si on dit c'est faux, on tombe dans l'unilisme. Si on te dit que ça n'existe pas, que la vérité conventionnelle, la table, Non, elles elle n'est existent, pas mais là. faussement. Et au regard de l'ignorance, je suis d'accord. Et si on. Enfin, Non, mais c'est ce que je Effectivement, il y a aussi des Alors, Jonathan. Bah, elles existent Jonathan, comme simple apparence. Pas de façon ultime. un petit peu de discipline. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une des deux vérités qui n'est pas une vraie vérité. La vérité conventionnelle. Exactement. Une vérité conventionnelle n'est pas vraie. Pourquoi? Elle est là jusqu'à ce que. Parce qu'elle est vraie au regard d'ignorance. Parce qu'elle est vraie au regard d'ignorance. Parce qu'il y a- Alors. Ok. Parce qu'elle est vraie pour l'ignorance, par exemple. Par exemple. Par exemple. Je suis persuadé que les cornes de lapin existent. Donc, les cornes de lapin sont vraies pour moi, pour mon ignorance. Et donc, ce qui est vrai pour l'ignorance, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pas ma question. C'est, par exemple, les platistes. Les platistes sont persuadés que la Terre est plate. Ok, donc pour eux, c'est vrai. Donc, c'est vrai au regard de leur ignorance. Ce qui est vrai au regard de l'ignorance, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Exactement. Donc, une vérité conventionnelle, elle est dite vérité parce qu'elle est considérée comme vraie par l'ignorance. Or, ce qui est considéré comme vrai, comme existant de son propre côté, de manière véritable, etc., par l'ignorance, c'est faux. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas le même sens de vérité. Vérité conventionnelle, vérité ultime. Vérité ultime, elle est vraie parce qu'elle se montre exactement telle qu'elle est, à une perception directe. Donc, elle est vraie. Comme Paul Ekman disait que sa santé. Paul Ekman, c'est un- un psychiatre ou un psychanalyste, en tout cas quelqu'un qui est dans la psychologie, qui est spécialiste des micro-expressions et qui a dit que pour lui, l'une des rares personnes au monde qui était vraie, c'est sa santé. Parce qu'il voit les micro-expressions, il sait que la santé est toujours telle qu'il est. Et donc la vérité ultime, c'est comme ça. En fait. La vérité, elle se montre exactement telle qu'elle est. Elle ne se montre jamais à une perception directe. Hein. On ne parle pas de conscience conceptuelle. À une perception directe, la vérité ultime se montre exactement telle qu'elle est, donc dénuée d'existence inhérente. Or, tout le reste, tout ce qui existe et qui n'est pas une vérité ultime se montre à l'opposé de ce qu'il est. Et notre ignorance fondamentale va saisir cela. Elle va considérer, tiens, cette chaise est vraie. Elle existe exactement telle qu'elle est. Or, c'est tout le contraire. Donc, cette chaise est fausse. Cette chaise est fausse. Hein? Conventionnellement. Conventionnellement, dès l'instant. Quand on dit, par exemple, pour les platistes, on va dire, bah, ils ont tort du point de vue ultime. Non, ils ont tort conventionnellement. La Terre n'est pas plate. Donc, ce qui est considéré par l'ignorance comme étant vrai est faux, de toute façon. Et donc, n'importe quel phénomène autre que la vacuité est une vérité conventionnelle parce que, pour un être ordinaire, cette vérité conventionnelle est saisie comme existant de la façon dont elle existe, comme étant vraie. Or, elle est fausse. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une vérité pour l'ignorance. Mais une vérité pour l'ignorance, ça veut dire ce qui est faux.
Ok, maintenant conventionnel, il y a plusieurs sens. Il y a la dépendance, l'aspect voilé et l'aspect qui recouvre la réalité, Tattva Vachadana, qui recouvre la vérité, la réalité. Il y a Paraspara Sambhavana, il y a la dépendance, la réunion de parties, etc. Et il y a Loka Vyavahara, l'existence conventionnelle, la convention mondaine. Donc il y a ces trois sens-là de samvriti, de vérité conventionnelle pour Acharya Chandrakirti. Il y a ces trois sens-là. Et c'est pas toujours le même sens à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, elle est voilée, cette chaise. Mais pour un Arya, non. Pour un Arya, elle lui apparaît toujours comme existant de manière inhérente, mais il n'y croit pas. Donc, en effet, c'est pas aussi décevant, c'est pas aussi trompeur pour un Arya. Pour moi, c'est trompeur. Mais pour un Arya, c'est juste faux, c'est juste factice. Ouais, donc, il y a plusieurs sens par rapport à ça, ça veut dire vérité conventionnelle. Ok, très bien. Et donc, on a dit pour l'apparence dualiste pour une commission conventionnelle, etc., il y a l'apparence d'existence inhérente. Ça veut dire que, en effet, la chaise semble exister de son propre côté, alors qu'elle est totalement dénuée d'existence inhérente. Ouais, il y a aussi la distinction sujet-objet. Ça veut dire que on ressent la différence entre la chaise et nous, entre la chaise et notre conscience. On sait très bien que notre conscience n'est pas une chaise. Et il y a l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle, parce que ce n'est pas une vérité ultime, cette chaise-là. Alors que pour la réalisation directe de la vacuité, il n'y a aucune de ces apparences dualistes. Il n'y a même pas l'apparence dualiste sujet-objet. Pour la personne qui réalise directement la vacuité, il n'y a pas «Ah, ma conscience là, la vacuité là». Il n'y a pas de distinction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distinction en réalité. C'est pour son expérience qu'il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que la vacuité observée par un Arya, un Arya Nagarjuna, imaginons, il réalise directement la vacuité. Dans sa perspective à lui, il n'y a aucune distinction par rapport à la vacuité. C'est comme de l'eau versée dans de l'eau. Il ne peut pas dire, moi, mon esprit est là la vacuité. Mais nous, on peut conceptuellement dire que son esprit n'est pas une vacuité. Son esprit reste impermanent, une vacuité est permanente. Donc son esprit ne devient pas la vacuité pour autant. Donc quand on dit non-dualité, ça veut dire du point de vue de l'expérience. Il n'y a pas cette expérience sujet-objet. C'est juste ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en réalité de distinction sujet-objet. Il y a nécessairement une distinction sujet-objet. Puisqu'une conscience n'est nécessairement pas une vacuité. Et une vacuité n'est nécessairement pas une conscience. C'est une prolifération conceptuelle qui fait cette distinction. Alors, ce n'est pas nécessairement des proliférations, ça peut être juste un concept. Ça veut dire que la distinction, elle est faite juste pour la conscience conceptuelle. La conscience conceptuelle ne saisit pas nécessairement. Parce que quand on dit prolifération conceptuelle, pour la pancha, ça veut dire une saisie d'existence inhérente, pour Adhyana Nagarjuna. Et là, quand on dit un est différent, c'est juste conceptuel. La chaise et ma conscience sont différentes, mais elles ne sont pas différentes en soi, de manière inhérente. Si je considérais qu'elles ont une existence inhérente et qu'elles ont une différence inhérente, ça, ce serait une prolifération conceptuelle. La prolifération, il faut vraiment prendre dans le sens en soi. Oui, Ah oui, je n'oubliais pas prolifération. oui, oui. Dans le chapitre 18, à la strophe 5 quand il dit que tout c'est l'épuisement des karmas et des kleshas et la libération, le karma et les kleshas viennent des conceptualisations. Et les conceptualisations viennent des prapancha, des prapanchat. C'est exactement ça qu'il dit. Exactement, là, il parle de saisie d'existence inhérente. Parce qu'après, il dit que ces proliférations cessent dans la vacuité. Prapanchastu shunyatayam nirudyate. Ces proliférations conceptuelles cessent dans la vacuité. Et donc, justement, dans la sagesse de la vacuité. Sur la saisie en soi. Oui, nécessairement. Pas toutes les Pas n'importe quelle conception. Bien sûr qu'il n'y a pas de conception dans la réalisation directe de la vacuité. Mais ça ne veut pas dire que toute conception soit une saisie d'existence inhérente. Waouh, oh là là. C'est magnifique. Ok. Donc là, en effet, on est en train de parler de ne pas alimenter des concepts. Donc là, on parle de concepts, mais ça peut être de la conception d'existence inhérente. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Ouais, donc j'essaierai de voir pour la fois prochaine le commentaire de sa santé. Et je ne pensais pas qu'on allait aussi vite. Et qu'on irait jusqu'à la 22. Mais ici, si on parle des concepts de dualité, ça peut renvoyer à la saisie d'existence inhérente. Ça peut tout à fait être cela.
Ouais, par rapport à ce qui perçoit, ce qui est perçu, etc. Et donc, pour éliminer ces concepts d'existence inhérente, il faut réaliser que toutes les apparences sont notre propre esprit. Donc là, ça peut être interprété pour les Chitamatras, ça peut être interprété pour les Madhyamika, etc. Ils peuvent avoir différentes interprétations par rapport à ça. Ouais. Et ensuite, alors que la nature de l'esprit est à jamais libre des limites de la conceptualisation. Hein? Libre des limites de la conceptualisation. Ok, très bien. Donc je pensais qu'on pourrait faire une pratique de Vajrasattva en fin de session, mais en fait, personnellement, je trouve que c'est plus utile de parler de la vacuité de ce qu'on a dit là. Plus utile. Vajrasattva, on peut tous le faire dans son coin. Mais c'est ce qui était prévu à l'origine. Donc désolé Steven, j'avais promis qu'on ferait ça. Mais c'est vrai que là, ça demande tellement de clarification. Oui. Donc, quand on dit les notions dualistes, ça peut renvoyer justement à la dualité sujet-objet, ça peut renvoyer à l'apparence, à la saisie d'une existence dualiste, d'une existence inhérente, etc., etc. Donc, ça peut renvoyer à ça. Ouais. Et donc, là, de ce point de vue-là, on commence à arriver sur l'aspect sagesse. Tout ce qu'on a vu avant, c'était l'aspect plutôt méthode, et là, c'est plutôt l'aspect sagesse. Donc, on dit oui, je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ah, ce serait super si je pouvais obtenir l'éveil, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres? Ouais. Ok, le bodhisattva, c'est très important, mais enfin, essayez de s'entraîner à cultiver le bodhisattva. Mais essayer de se réveiller, obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, se réveiller grâce à quoi? La sagesse de la répéter. C'est ce qu'on a dit hier encore, hein, tous les enseignements du Bouddha, tous ces préliminaires mènent vers la sagesse de la répéter. Donc c'est pourquoi, si on dit ouais, je vais obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, si vraiment on est sincère avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? Étudier la vacuité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sinon, c'est juste un vœu pieux de dire ah ouais, j'ai des potes qui sont dans un cercle bouddhiste, un groupe d'études, etc. Ils veulent obtenir l'éveil pour le tout ça. Peut-être que moi, je vais faire pareil. Je vais peut-être obtenir l'éveil pour le tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour ça? Qu'est-ce qu'on étudie pour ça? Ok, laissez tomber. Très bien. Donc, les limites de la conceptualisation, ça peut renvoyer soit à la conceptualisation, soit à la conceptualisation d'existence inhérente. Ces deux sont très, très différentes, ouais. Si vous vous souvenez que quand il y a eu ce débat à Lhasa entre Acharya Kamalashila et Ajahn Mahayana qui prenait une vue du Chan, mais qui avait une vue pervertie du Chan, et qui disait que il fallait surtout pas penser. Alors qu'il faut réfléchir, hein? Je vous enverrai la vidéo. Ça se trouve, c'est ce qu'a dit Acharya Kamalashila. Ça se trouve, c'est lui qui a inspiré la dame dans le nord de la France. Ok? Il a dit ça à Ajahn Mahayana. Faut réfléchir, hein? Ok, et donc en effet, ce que disait Hacham Mariana, c'est que qu'il y ait un nuage noir ou un nuage gris, de toute façon, il voile le soleil. Qu'on se fasse mordre par un chien enragé noir ou un chien enragé blanc, de toute façon, il est enragé. Et donc, il disait qu'on pense, qu'on ait une pensée vertueuse ou une pensée non vertueuse, de toute façon, elle saisit les distances inhérentes. Donc, il ne faut pas penser. Et donc, Acharya Kamalashila est venu en disant, il faut réfléchir. Au contraire, sinon, on est dans un non-engagement mental. Et ça, c'est très, très important. La Tsongkhapa explique très, très bien ça. Elle dit, par exemple, on a peur qu'il y ait un serpent sous notre lit, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va juste arrêter d'y penser? On regarde sous le lit. Exactement. Si on fait juste arrêter d'y penser, qu'on regarde par la fenêtre, on se désengage de la saisie du soi. Mais ne pas saisir le soi ne revient pas à réaliser le non-soi. Je vais le redire. Ne pas saisir le soi, ne pas saisir activement le soi, ne revient pas à réaliser le non-soi. Donc, ce n'est pas la solution. Là, par exemple, quand on dort dans le sommeil profond ou quand on est dans la vie en général, on ne saisit pas activement à chaque fois, dès qu'on on pense à nous, aux autres, on n'a pas nécessairement une adhésion, une existence inhérente. Ça risque de venir assez rapidement si on insiste. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on pense qu'on a nécessairement la saisie d'existence inhérente. Ouais. On pourrait, pas nécessairement, mais on pourrait si ça commence à tarder, si le four commence à traîner.
On pourrait se dire, bon, bah alors ça vient. On pourrait dire à Sabine alors. Non, je rigole. Mais, mais pas nécessairement. Pas nécessairement, oui, pas nécessairement la saisie d'existence inhérente à chaque fois qu'on pense. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Il y a trois modes d'appréhension conceptuelle. Il y a un mode d'appréhension conceptuelle. Il le dit d'ailleurs même aussi dans le Gomparapsel, dans le commentaire au Madhyamaka Avatara et dans le Lamrim Chenmo. Au moins dans ces deux textes, il le redit. Il dit qu'il y a trois modes d'appréhension conceptuelle. On peut saisir activement une pousse comme existant de manière inhérente. On peut réfuter l'existence inhérente de la pousse et on peut penser à la simple pousse sans la fubler d'une existence inhérente, sans la priver d'une existence inhérente, la simple pousse. Donc c'est la plupart des concepts qu'on a, c'est ça. Ce sont des concepts qui pensent à la simple chaise, le simple ordinateur, la simple personne, etc. Mais Ajahn Mahayana disait, dès qu'on pense, on a nécessairement la saisie d'existence inhérente. Donc forcément, si vous essayez de méditer la vacuité avec une pensée qui saisit l'existence inhérente de la vacuité, c'est foutu. Et donc c'est pourquoi il disait, il ne faut pas penser. Parce que, par exemple, l'ordinateur, moi, je vois l'ordinateur, je crois qu'il existe vraiment. Il Je dis pas, apparaît. c'est un simple ordinateur. Il apparaît comme existant de manière énorme, mais la façon dont apparaissent les choses et la façon dont nous on les saisit, il y a deux choses différentes. Souvent, là, Alors, il faut observer dans notre esprit. Mais c'est un petit peu comme quand on met des lunettes bleutées et qu'on regarde la neige. Ouais, si on n'a jamais vu la neige avant, on pourrait saisir la couleur de la neige comme étant bleue. Ensuite, on retire les lunettes et on voit la vraie couleur de la neige, on voit qu'elle est blanche. On remet les lunettes. Il y a à nouveau l'apparence du côté de l'objet. Mais du côté du sujet, il n'y a plus la saisie. Exactement, parce qu'on a compris que c'était la vraie couleur de la neige et qu'on sait qu'il n'y a que l'apparence, mais il n'y a plus nécessairement la saisie active. Donc en effet, tous les phénomènes nous apparaissent comme existant de manière inhérente. C'est pas nécessaire qu'on adhère à cette apparence-là. Pas nécessairement. Dans beaucoup de cas, oui, mais pas nécessairement. ça, Oui. Impliqué. Dans l'apparence, tu veux dire? On pourrait dire oui, parce qu'on a toujours une apparence karmique d'un être humain. On voit des maisons, on voit de l'eau, etc. On voit des fleurs, etc. Donc on a toujours ces apparences karmiques. Mais, et aussi, mais il n'y a pas, si on a compris, si on, même avec une certaine, j'imagine, avec une certaine compréhension intellectuelle de la vacuité, on a moins de chances de saisir. Par exemple, si on fait une retraite sur la vacuité, on lit un bouquin sur la vacuité, etc., il y a moins de chances qu'on soit dans certaines afflictions, etc., parce que ça influence tellement notre esprit à voir les choses autrement, que certainement l'apparence continue d'être là, ça c'est sûr. Donc on a le voile cognitif, on n'a pas le choix. Mais il n'y a pas nécessairement une saisie active. Même s'il y a toujours l'apparence karmique d'une maison, d'un fleuve, de personnes, etc., etc. Ouais. Et je me souviens même, Venerable Geshe Gyatso disait ça, il disait même que si on a une compréhension, ne serait-ce qu'intellectuelle de la vacuité, même les effets à court terme, alors, loin avant d'être un ardia, ça peut déjà être utile, parce que comme on a dit, les afflictions elles surviennent à cause de quoi? À cause des graines, à cause d'un objet, et à cause d'une application mentale inappropriée. Et donc, méditer sur la vacuité, réfléchir à la vacuité, etc., ça, c'est comme un détournement d'attention. On pense à autre chose, qui est sain, qui est utile. Et donc, forcément, notre application mentale inappropriée n'est pas là. Donc, l'affliction ne va pas survenir. Rien que là, à très court terme, c'est déjà très utile. Sans même avoir une vraie réalisation de la vacuité, c'est déjà très, très utile pour déconstruire tout ça. Ok, on a terminé. On n'a pas eu le temps de faire Vajrasattva, désolé. Mais peut-être que c'était utile de parler de tout ça, je ne sais pas. Allez C'est savoir. très, 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 très utile, je pense. Oui, impeccable. Merci beaucoup. On a essayé de développer une motivation extrêmement pure dès le début. On a essayé de se poser des questions, on a essayé de développer l'esprit critique, on a essayé de développer le bon cœur, on a essayé de développer l'écoute, d'être réceptif, d'essayer de réfléchir à ces différents points, c'est de faire croître l'aspect cognitif de notre esprit, l'aspect affectif de notre esprit. Et donc, on peut dédier tous ces mérites immenses à la longue vie, l'excellente santé de sa santé de la main, de tous les maîtres pleinement qualifiés.
et au retour le plus rapide de Ramasse par le Gauthier et de tous les autres maîtres pour moi qualifiés, et au fait que toutes les guerres cessent le plus rapidement possible, tous les conflits, toutes les, euh, toutes les catastrophes naturelles, tous les désordres qui puissent exister dans ce monde et dans tous les autres mondes, cesser le plus rapidement possible, que tous les êtres retrouvent la lucidité, le discernement, le bon cœur, les qualités humaines, et que tous les droits humains et non humains soient respectés, les droits de l'environnement soient respectés, et que tous les enfants, garçons, pas garçons, filles, pas filles, aillent à l'école et aient une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Car, comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Merci beaucoup et à tout bientôt. Bonne anniversaire à vous. Merci. Merci à toi. Désolé pour l'enregistrement loupé tout à l'heure. Et puis, bon, Oh, Christine a redit certaines choses, donc ça a pu oui, rattraper. on a retracé ce qui manquait, donc Exactement. Impeccable. Merci, c'est Daniel. nickel. À bientôt. Mardi Ciao. soir, si c'est pas avant. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée à tous. Salut.